Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Ce rendez-vous en ce 14 février avec Marjorie, avec Ferial. Bonjour Ferial. Bonjour Alain. Bonjour Marjorie. Bonjour Alain. Bon, ça y est, c'est le 14 février. Alors C'est le grand d'abord, jour. une fête à tous les Valentins. Mais les Valentins qui ont le prénom Valentin, parce qu'on pense toujours aux amoureux, on ne pense pas à ceux qui ont le prénom Valentin. Euh, je Et aux commence par... Valentines? Hein, oui, Valentine aussi, je te remercie. Oui, à la peinture aussi, il y a une marque de peinture qui s'appelle Valentine. Ça attaque fort là. Bon, on commence tout de suite par la grande phrase. Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Bon, je vois que ça vous inspire, je vous remercie, c'est sympa. Donc, Oui, oui, c'est une citation effectivement, et d'ailleurs qui est très intéressante parce que ça reflète notre livre La revanche du cerveau droit, où on peut dire que la raison c'est le cerveau gauche et l'amour c'est le cerveau droit. Enfin, je laisse Ferial développer l'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur. Euh, oui, en fait, à notre époque, hein, super technologique, on a souvent le réflexe de tout focaliser sur le cerveau. Avec les neurotransmetteurs, de l'amour et tout dans le cerveau. Mais en fait, on oublie un peu le cœur. Et effectivement, on symbolise l'amour avec le cœur, mais ça correspond en fait à une réalité biologique. Il faut savoir quand même que le cœur, hein, il a un champ électromagnétique qui est 5000 fois supérieur à celui du cerveau. Et en plus, c'est cet organe en fait qui se forme en embryogenèse avant le cerveau. Et c'est vraiment le centre, le centre de l'organisme et c'est le réel chef d'orchestre en fait. excuse-moi, Et excuse-moi, Ferial, tu as dit la biogénèse. j'ai dit l'embryogenèse. Et c'est quoi exactement? Et quand les cellules de l'embryon se forment, donc D'accord. quand les cellules souches, tu vois, se spécialisent en organes, le premier organe qui se forme, c'est le cœur. Donc le cœur, c'est vraiment, ça symbolise l'amour, oui, ça symbolise surtout la vie. Et puis voilà, donc bon, je voulais dire ça c'était ce que je voulais dire sur l'organe du cœur. Donc moi, je pense qu'effectivement, tout vient du cœur, quoi. Voilà, l'amour se situe dans le cœur. Marjorie. Pourtant, quand je te regarde quand je te regarde, ce sont mes yeux. Et les yeux ne sont pas guidés par le cœur. Le coup de foudre. Après, on est plus. Ah oui, bah alors justement, si on parle du coup de foudre, parce que dans notre livre, on parle de neurosciences. Alors, il faut savoir que le coup de foudre, c'est permis par le neurotransmetteur, la dopamine. C'est-à-dire que voilà, quand on a un coup de foudre, alors tout à coup, on va commencer à avoir le cœur qui bat la chamade, on peut rougir, on a même parfois les gens qui tremblent, on a une perte d'appétit. Ça, en fait, c'est les effets de l'adrénaline. Alors pourquoi c'est quoi? On ne sait pas par quoi c'est provoqué. C'est souvent, voilà, les coups de foudre, c'est inexplicable. Mais dans tous les cas, si on n'avait que l'adrénaline, on n'irait pas prendre de risques. On resterait en fait dans notre zone de confort. Et c'est la dopamine en fait qui nous pousse à réaliser notre désir. Donc c'est vraiment l'hormone du désir. Et voilà, c'est ce qui nous motive en fait pour nous rapprocher des autres et aller vers le plaisir. En revanche, il y a une autre hormone qui est très importante qui s'appelle l'ocytocine. Et là, l'ocytocine, c'est plus l'hormone de l'attachement. De l'intimité, c'est aussi celle qu'on peut ressentir quand on fait un câlin à ses enfants. Donc, c'est quelque chose de plus serein que la dopamine. Et d'ailleurs, si on prend la figure littéraire qui était Don Juan, donc Don Juan ne pouvait s'empêcher d'être tout le temps dans la conquête des femmes. Parce que typiquement, c'est une figure littéraire qui était soumise à l'addiction de la dopamine. Quand on n'est que dans la recherche du plaisir, ben, on tombe en fait dans une addiction. On peut avoir des addictions à la sexualité, on peut avoir aussi des addictions à l'amour romantique, hein, ça existe aussi. Et donc, et je terminerai donc par Beck BD quand il dit que l'amour dure 3 ans, c'est qu'en fait, c'est un amour si on ne n'agit que à travers la dopamine, donc vraiment la recherche uniquement du plaisir, bah, au bout d'un moment, ça va plus marcher. Donc, heureusement, l'ocytocine permet au couple de durer. En cette Saint-Valentin, est-ce qu'on parle de sentiments, est-ce qu'on parle d'émotions? Est-ce qu'on sait si c'est à gauche, si c'est à droite?
ce qu'on dit, le cerveau droit, en fait, c'est un petit peu le centre des émotions. Mais il y a un lien avec, en fait, c'est le cœur qui réagit aux émotions. Dans le champ électromagnétique, par exemple, quand tu as des émotions négatives comme la peur, la frustration, tu as ton champ électromagnétique du cœur qui est complètement qui est incohérent. Et en revanche, quand tu es dans la sérénité, tu as vraiment un champ magnétique qui est très harmonieux. Et c'est pour ça qu'on dit que quand on a des émotions positives, on attire à soi de belles choses, on fait de belles rencontres, il faut... voilà. Donc, pour moi, je pense que ça se joue à ce niveau-là. Donc, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que on a découvert qu'il y avait quand même 40 000 neurones dans le cœur. Donc, c'est vraiment un cerveau. D'ailleurs, on dit qu'on a 3 cerveaux parce qu'il y a aussi le cerveau de l'intestin. Mais ce qui est important de savoir, c'est que maintenant, on se demande si ce n'est pas vraiment le cœur où tout se joue, en fait. Voilà. Voilà. Elle est pas de moi la question, puisque évidemment on a préparé cette émission spéciale de ce 14 février. Et j'ai bien la première question que vous m'avez envoyée, c'était de dire, est-ce qu'on aime avec le cœur ou avec le cerveau? Est-ce qu'on aime avec le cœur ou avec le cerveau? Oui. Bon, moi je pense que on aime avec le cœur. Oui. Si on aime avec le cerveau, il y a un problème. Voilà, parce que l'authenticité, si tu veux, elle vient du cœur, quoi. Je pense. Moi, c'est moi, je dirais qu'on est avec les 3 cerveaux, et sûrement le cœur est central, mais quand je parlais tout à l'heure des coups de foudre, on a mal au ventre, ça peut être aussi le cerveau de l'intestin qui agit aussi. Donc, je pense qu'on aime avec tous ces neurones. Et sûrement probablement que l'intelligence du cœur, c'est ce qui apporte le plus de sincérité. C'est marrant parce que le cœur, pour moi, ça a toujours été un muscle, et le cerveau, c'est l'endroit où on pense. Donc, c'est étonnant de pouvoir avoir ce raisonnement, de dire que le cœur a une autre fonction. En fait, c'est des avancées scientifiques qui, aujourd'hui, nous font changer de perspective. Jusque-là, en fait, on focalise tous dans le cerveau, mais là, on est en train de s'apercevoir qu'il y a un changement de perspective. Ouais. C'est comme un changement de paradigme, en fait, qui s'opère. Et c'est lié à quoi? C'est lié à notre époque ou c'est quelque chose qu'on a constaté depuis un petit moment? Mais en fait, c'est les avancées scientifiques qui nous le disent. Les neurones dans le cœur, c'est récent. Les neurones, pardon, dans le cœur, c'est une découverte qui est récente. C'est pas quelque chose. Disons qu'il y avait beaucoup d'intuitions en philosophie, qu'effectivement l'intelligence du cœur, même dans les religions, parce qu'elles sont aussi beaucoup dans ce côté amour spirituel. Mais c'est vrai que finalement, avec les dernières découvertes scientifiques et des neurosciences, on se rend compte qu'effectivement, il y a des neurones pas que dans le cerveau. D'accord, ok. Je crois qu'il y a des grands théoriciens qui ont défini, j'allais dire l'amour, en tout cas cette manière de réagir. Il y a Jung, il y a Freud, et puis il y a aussi Marjorie. Moi, je suis une toute petite contributrice par rapport à Jung et à Freud, mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on est quand même très influencé par la conception freudienne de l'amour. Parce que donc Freud, effectivement, ça a été un bouleversement quand il y a eu le début de la théorie de la psychanalyse. Mais comme c'était quelqu'un de assez matérialiste et surtout avec une approche médicale en fait des émotions, il a finalement sexualisé l'amour. C'est-à-dire que d'ailleurs, dans le développement de la sexualité, il parle de 3 phases. Donc la phase orale, anale et phallique. Donc effectivement, ça ne fait pas tout de suite rêver. On est quand même sur quelque chose de très physique.
Alors que Jung, dont on parle beaucoup dans notre livre, Jung, c'est différent. Il y a une approche beaucoup plus spirituelle de l'amour. Il y a un côté magique, c'est-à-dire que grâce à l'amour, pour Jung, on peut se réaliser, on peut se rapprocher de son vrai soi. Et même si on a des échecs, parce que même dans les échecs, on apprend beaucoup sur soi. Donc, c'est plus comme un parcours initiatique, l'amour, chez Jung. Alors que chez Freud, c'est une fatalité. On est dans quelque chose de très pessimiste. Dans Malaise d'une civilisation, par exemple, il dit que notre bonheur est limité par notre constitution. Donc, c'est comme si, en fait, on était dépendant d'une névrose dont on ne peut jamais se libérer avec Freud. C'est vrai qu'il y a un petit côté quand même pessimiste. Et nous, comme avec Ferial, on est plutôt des optimistes, hein, de nature. On préfère l'interprétation jungienne, qui est quelque chose de plus libérateur dans l'amour. Ferial, aujourd'hui, c'est incontournable d'arriver d'offrir des cadeaux, des fleurs ou des bijoux. Écoute, il faut suivre son instinct et il faut faire les choses quand tu as envie de le faire. Et c'est vrai que la générosité, ça fait beaucoup de bien parce que quand tu récupères pas forcément de la personne à qui tu fais un geste généreux, mais c'est la vie qui te récompense. Donc, il faut faire des cadeaux, oui. Ouais. Mais il faut les faire sincèrement. Voilà, exactement. J'allais dire, est-ce qu'il faut le faire absolument aujourd'hui, le 14 février? Si je ne fais pas, est-ce que je Si fais tu n'as pas envie de le faire aujourd'hui, je pense que tu peux t'abstenir. Parce qu'il faut vraiment le faire, pas d'une manière mécanique, mais d'une manière spontanée et authentique. Moi, c'est ma conception. Ouais, le mot spontané, le mot spontané est bien choisi, là. Ouais. D'accord. Et c'est dommage. Oui, bon, quand ce genre de fête comme ça, datée, ça manque de spontanéité du coup. Parce que bon, il y a des jours, 14 février, on n'a toujours pas, des fois, on n'a pas envie. On n'a pas on n'a pas envie de faire des cadeaux. À ce moment-là, tu le fais pas. Tu vois, ce côté un peu mécanique, ça peut tuer justement cette spontanéité et c'est pas bien. La question est un peu insolite là maintenant. Comme on n'est pas dotés tous du même cerveau, est-ce que on constate que, par exemple, pour un homme, l'homme est plus marqué par cette tendance plutôt qu'une femme? Quelle tendance, en fait? La tendance du sentiment, du fait de vouloir exprimer ses émotions, etc., de marquer le coup par rapport à la Saint-Valentin. Est-ce que les émotions sont les mêmes? J'allais dire, est-ce que le cerveau masculin est le même que le cerveau féminin? Allez, je vais y aller. Je vois pas pourquoi je me retire sur la question. Ça, c'est une question qui est un peu taboue, enfin, c'est un peu politiquement incorrect, parce que c'est vrai qu'on sait qu'on n'a pas les mêmes hormones, donc on pourrait imaginer effectivement que le cerveau de l'homme est différent, parce qu'il y a la testostérone, donc effectivement, qui ne génère pas tout à fait les mêmes émotions. Souvent on dit que les hommes sont plus agressifs, donc ils peut-être parfois sont peut-être plus dans l'amour physique que les femmes. Mais encore une fois, maintenant il y a beaucoup de scientifiques qui disent qu'il n'y a pas de différence entre un cerveau, en tout cas de femme, et un cerveau d'un homme, même s'il y a bien sûr toujours des nuances parce qu'on est quand même influencé par nos hormones. Mais après, il y a le poids de l'éducation. Quand même, pendant 2000 ans, on a quand même été dans des sociétés patriarcales. Donc, c'est vrai que forcément, puis si on se réfère d'ailleurs à la théorie de Jung avec l'inconscient collectif, il y a quand même des figures masculines qui sont différentes des figures féminines. Mais bon, encore une fois, il n'y a pas de fatalisme. Par exemple, un homme qui préfère avoir un comportement plus féminin, c'est tout à fait normal aussi. C'est toujours compliqué d'être dans la caricature, même si on ne peut pas non plus nier qu'on a des hormones différentes. On a l'habitude de dire aussi qu'une femme est plus sensible qu'un homme, parce que justement, elle est... Moi, j'aime pas trop. Au niveau des émotions, je pense que c'est quand même. On parle de sensibilité féminine, sensibilité masculine, mais j'aime pas trop faire de différence entre l'homme et la femme sur le plan des émotions. On a tous un cerveau droit. Oui, et tous un cerveau droit. Oui, mais est-ce qu'on l'utilise tous de la même manière? Après, il y a le poids de Il y a des hommes qui sont cerveau droit, des femmes qui sont plutôt cerveau gauche. Donc, franchement, il n'y a pas de.
n'y a pas de différence. L'intuition, on dit souvent l'intuition est féminine, mais il y a des hommes qui sont très intuitifs. Hein, donc là, à ce niveau-là, je n'aime pas trop faire de différence. Est-ce que parmi toutes les personnes que vous avez interviewées dans le livre, vous avez trouvé qu'il y avait des gens qui se détachaient par rapport justement à ces sentiments? Non, justement, dans ceux qu'on a interviewés dans le livre, ce sont plutôt des gens qui acceptent leurs émotions. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas trop de, je veux dire, des personnes. Enfin, je dirais que ils sont plutôt, pour certains d'ailleurs, ce sont des Jungiens. Donc, on a tous une part masculine et féminine en nous. Donc, il faut vraiment accepter nos deux côtés. Et c'est un peu le paradoxe, hein, mais voilà, on a chacun en nous des envies parfois qui s'opposent, des forces voilà, antagonistes. Mais c'est ça c'est ça qui fait le sel de la vie aussi. Hein. Pour bien comprendre, qu'est-ce que ça veut dire accepter ses émotions? Les accueillir, ne pas les bloquer, les accueillir, et pour après pouvoir les évacuer, il ne faut pas les retenir. C'est vrai que nous... Voilà, c'est les accueillir et puis ne pas aussi être débordé par ses émotions, parce que justement, pour ne pas être débordé par ses émotions, il vaut mieux les accueillir, bien les conscientiser, et pour qu'elles puissent être évacuées. Voilà. Et comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a créé cette émotion. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Hein. C'est quand tu comprends un petit peu d'où vient cette émotion, si c'est lié à des blessures de ton enfance. Bon, ça, c'est tout un travail intérieur, introspectif. Et donc là, aujourd'hui, la tendance, c'est que les personnes sont de plus en plus ouvertes à leurs émotions, alors qu'avant, on les bloquait. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on met en lumière aussi dans ce livre. Hein. Est-ce que ce n'est pas un phénomène de mode? Parce qu'on a l'impression, on parle toujours d'intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur, l'intelligence de plein de choses. Est-ce qu'on sont des notions qui se sont développées, qu'on a découvertes, ou c'est des choses qui existaient déjà, mais qu'on n'utilisait pas le même type de mots, entre guillemets? C'est vrai qu'on est quand même depuis 4 siècles sous, on va dire, la domination de la raison, plutôt dans quelque chose de rationnel, qui vient de Descartes, où justement Descartes, il fallait, les émotions, c'était plutôt la passion, il ne fallait pas subir ces passions et être plutôt dans une approche dans le mental, très rationnelle, etc. Et il y avait déjà pourtant à l'époque Spinoza, qui lui, comme l'expliquait Ferial, où il s'est par exemple, pour ce philosophe, c'est très important d'écouter ses émotions, parce que ces émotions, c'est notre boussole. C'est-à-dire que si on ne les écoute pas, on ne va pas vers justement ce qui nous fait du bien. Donc, c'est pour ça que, en fait, c'était déjà là. C'est juste que Descartes a dominé, en tout cas, notre civilisation occidentale jusqu'à maintenant. Et maintenant, justement, Spinoza revient à la mode parce qu'on se dit, finalement, les émotions, c'est très important. Alors, bien sûr, ça vient aussi des psychologues comme Goldman qui a démocratisé l'intelligence émotionnelle. Mais ça vient aussi de changements de paradigme au niveau philosophique. Bon, il faut aborder maintenant 2 personnages, parce que c'est pas moi, hein. Toujours pas moi. C'est vous. Laquelle des deux a eu l'idée d'Apollon et de Dionysos? On en parle dans notre livre, hein, parce qu'en fait, on a fait appel à ces 2 divinités pour symboliser le cerveau gauche et le cerveau droit. Et il faut savoir en fait que ces 2 divinités, en fait, quand on prend la symbolique du cœur, elles se retrouvent dans le cœur. En fait, Apollon, qui représente la conscience lucide, qui est solaire, en fait, et avec sa couronne de laurier, elle est représentée dans les artères coronaires. Et la coupe du cœur, en fait, qui accueille le sang, qui est la pompe, représente Dionysos, le dieu de l'extase, voilà, celui qui nous permet de nous ouvrir un monde plus grand. Et c'est pour ça que l'intelligence du cœur, c'est peut-être l'intelligence la plus subtile, la plus puissante qui te mène vraiment à une sphère de connaissance très haute sur les lois qui régissent l'univers, les intuitions, insights et tout que tu as, c'est vraiment c'est quand tu actives
l'intelligence du cœur. Et quand tu as des intuitions fulgurantes, c'est que c'est le cœur qui t'apporte ça, qui t'apporte cette raison élargie. Et donc, le fait de réunir Dionysos et Apollon, ça te permet d'avoir, Lubigé dans notre livre parle de translucidité, c'est vraiment une clairvoyance extraordinaire. Donc voilà, on l'utilise dans ce cadre-là. Et puis, Marjorie va parler de Nietzsche parce qu'elle aime beaucoup Nietzsche, et Nietzsche a beaucoup parlé de ces deux divinités aussi. Je laisse la parole. Pour l'amour. Ouais, c'est vrai que Nietzsche, dans son premier livre qu'il a, dans La naissance de la tragédie, en fait, il a opposé Apollon et Dionysos. Donc, Apollon, c'est effectivement plus le sens de la mesure, l'harmonie, souvent qui est représenté par l'art plastique, sur ces jolies statues grecques. Et Dionysos, c'est plus la démesure, la passion, l'art dionysiaque, donc la musique aussi un peu tragique. Et en fait, à travers ce symbole de Dionysos et Apollon, on peut revoir un petit peu aussi ce qu'on expliquait tout à l'heure en neurosciences, c'est-à-dire l'opposition entre la dopamine et la sérotonine ou l'ocytocine. C'est vrai que la dopamine, elle serait plus dionysiaque finalement que la sérotonine. Donc, ce qui veut dire que finalement, Nietzsche, là où il est intéressant, c'est que lui, il nous dit allez jusqu'au bout de vos passions. Bon, par contre, il faut être un surhomme pour surmonter ses passions. C'est-à-dire que quand on suit ses passions, on souffre à un moment donné, quoi. Donc, mais ça vaut le coup, voilà, d'aller jusqu'au bout. Et en cela, c'est vrai que ça rejoint déjà ce que préconisait Spinoza, parce que pour Spinoza, le désir, c'est un élan vital. Donc, ça permet vraiment de s'accomplir. Et donc, voilà, ça rejoint finalement la volonté de puissance de Nietzsche. Donc, finalement, peut-être qu'on vit plus sereinement quand on n'est pas amoureux, mais aussi on ne vit pas des grandes choses. Et comme on sait que rien de grand ne se fait sans enthousiasme, voilà, l'amour, ça reste quelque chose d'important. C'est quelque chose d'inné ou c'est quelque chose qu'on peut apprendre? Quand tu es en total lâcher prise, c'est vraiment quelque chose d'inné. Voilà. Parce que dès que tu es dans le contrôle, moi je dis que tu n'es plus vraiment dans l'amour. Vraiment, l'amour, c'est vraiment c'est un total lâcher prise. Et quand tu es vraiment dans l'authenticité, tu es dans l'amour. Sinon, sinon, tu te mens à toi-même, quoi. C'est vrai que c'est pas quelque chose de rationnel, en tout cas. C'est pas, voilà. Là, pour le coup, il faut être vraiment connecté à ses... Il y en a qui disent que même l'univers est régi par l'amour, quoi. C'est vraiment, on est baigné d'amour. Ce qui est à l'origine de la négantropie, c'est-à-dire vraiment l'ordre, c'est l'amour. Donc la vie est synonyme d'amour. Quand tu es pleinement dans la vie, c'est que tu es baigné d'amour. C'est joliment dit. Non, c'est joliment dit. Sinon, tu passes à côté de quelque chose. Oui, sinon tu passes à côté aussi. Ouais. Sinon, tu es un mort-vivant, en fait. Il y a eu un débat ce matin assez intéressant sur le fait de dire, quand on n'a pas défini, quand on parle d'amour, on parle d'amour entre êtres humains. On parlait beaucoup, comme manière, de ces gens qui reportent leur tendresse et leur amour sur des animaux, sur des chiens en particulier ou des chats. Évidemment, comme manière, le plus beau symbole d'un amour, c'est la naissance d'un enfant. Est-ce qu'on peut mettre au même niveau cette notion-là? En tout cas, si on revient à la conception grecque de l'amour, oui. Il y avait 3 types d'amour chez les philosophes grecs. Donc, il y avait l'amour philia, qui est plus l'amour amitié. L'amour avec Eros, l'amour érotique. Et ensuite, l'amour agapé, qui est plutôt l'amour spirituel, l'amour divin. Donc, je pense que si on s'en réfère à l'amour qu'on peut avoir pour ces animaux, je pense qu'on est plutôt dans l'amour filia, même si on communique avec les animaux. Donc, pourquoi pas? C'est comme des amis, hein, finalement. Donc, moi, je pense que tous les amours sont respectables. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs façons d'aimer. L'amour le plus puissant étant bien sûr l'amour universel parce que il est, on va dire, on n'a pas besoin de réciprocité, c'est un amour inconditionnel, c'est ce qu'on peut parfois appeler la foi, hein. C'est les personnes, parfois les personnes très spirituelles ont la foi voilà, dans la vie. Et moi je trouve que l'amour des animaux, en tout cas, c'est quelque chose de tout à fait respectable parce que justement c'est des gens qui sont souvent proches de leurs émotions parce que les animaux ont aussi des émotions.
Donc, probablement que sur le plan des neurosciences, ça génère de l'ocytocine, parce qu'on peut être autant attaché à son chien, à son chat, qu'à ses enfants. Donc, ça devient presque des personnes. Cyrielle? Ah, mais complètement, Mm. bien évidemment. Hein, si on repart sur les hormones, oui, l'attachement qu'on peut avoir à un animal et même la communication qu'on peut avoir avec lui, c'est sûr que ça génère beaucoup de réconfort. Donc, on doit sûrement développer beaucoup d'ocytocine, ouais, ça c'est clair. Je confirme. Allez, on finit par une question toute naturelle. On dit aussi que l'amour est aveugle. Ouais. Alors, l'amour est aveugle. Ça, c'est une bonne. Ouais. Alors, l'amour est aveugle. Alors, moi, je dirais que l'amour est aveugle, parce qu'effectivement, tu peux accepter, quand tu es amoureuse ou amoureux, tu peux accepter les défauts de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'amour est aveugle. Mais en revanche, tu as Saint-Exupéry qui disait on ne voit bien qu'avec le cœur. Donc. Disons qu'on peut dire aussi que l'amour est aveugle, parce que parfois on est attiré par des personnes pour des mauvaises raisons. Donc, si on ne fait jamais de travail introspectif, eh ben oui, on va peut-être entraîner dans un amour qui va nous faire du mal. Donc, et c'est vrai qu'il y a des amours qui, quand on dit l'amour est aveugle aussi, c'est parce que on est sous l'influence peut-être d'endorphines, et donc on ne voit que le côté positif chez les personnes. Et quand ces endorphines partent, puis là on se retrouve face à la réalité, on se dit mais comment j'ai pu aimer cette personne? En fait, c'est parce qu'il y a quand même le cerveau aussi qui nous accompagne dans nos sentiments, chez les personnes, enfin, sur l'attraction en fait. Mais après, quand elle dit oui, si on écoute vraiment son cœur, parce que c'est dans le sens où le cœur est plus pur, et peut-être que c'est de ne pas être influencé, parce qu'on est quand même très influencé dans nos choix amoureux. Donc parfois, on peut se marier avec une personne juste pour faire plaisir à son papa ou à sa maman. Exact. Donc voilà, il n'y a pas d'amour là. Voilà, donc c'est là où il faut faire très attention, essayer de se déconditionner le maximum pour être sûr d'être avec la personne qui nous correspond. Donc l'amour est aveugle, effectivement, c'est un sujet passionnant. Et non, il y a des amours qui nous font travailler. Hein, parfois, ça fait partie du travail. Des amours douloureux, mais qui en fait s'inscrivent dans un parcours initiatique pour nous faire travailler, nous faire évoluer. Ouais. On peut avoir peur des chagrins d'amour, parfois ça fait partie aussi de notre construction. Oui, je t'aime moi non plus, oui, peut-être, pourquoi pas. Alors, quand il devient toxique, il faut vite prendre la fuite, ça c'est clair. Merci. Il faut avoir le courage de prendre la fuite. Je commençais à m'inquiéter un peu, je me dis. Les chagrins d'amour, c'est pas pareil que d'être sous l'emprise de quelqu'un de toxique. On est quand même sur autre chose. Non, mais ça peut être les deux. Hein. On rappelle juste en clôture, comment dire, le livre. Comment ? La Bible. La Bible. Oui, là. Évidemment, ça, alors, on l'a pas loupé. Donc, la revanche du cerveau droit, en 30 secondes, on se fait un petit rappel de ce que c'est. La revanche du cerveau droit. De ce qu'est le livre ? Oui. Vas-y, Marjorie. Et le livre, c'est nous, on s'est inspiré du concept du cerveau droit, qui est en fait justement plutôt l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur, l'intelligence globale, à l'opposé du cerveau gauche qui représente plutôt la pensée analytique, une pensée aussi qui est plus, on va dire, peut-être qui s'inscrit plus dans le côté matérialiste. Donc voilà, après, on a tous un cerveau gauche et un cerveau droit, et c'est très bien qu'ils cohabitent ensemble. Les deux sont très, très importants. Mais donc on offre plein de perspectives avec ce concept du cerveau droit, aussi bien ce que ça peut nous apporter dans la vie personnelle, dans la société, dans l'entreprise. Donc on va très loin dans les réflexions. Alors, l'amour, on ne l'a pas abordé dans la revanche du cerveau droit, parce que je pense que ça fera l'objet d'un tome 2. Qu'est-ce que ça change avec son cerveau droit par rapport au cerveau gauche? Voilà. Ça va comme présentation, Feriel? Tu veux la faire, toi, suivant ta vision? Alors, en fait, moi, je dis qu'en fait, dans ce livre, on a vraiment utilisé ce concept de manière vraiment métaphorique. Il faut pas, c'est pas du tout un livre de neurosciences.
on l'a utilisé de manière métaphorique pour expliquer aujourd'hui qu'on est vraiment dans une croisée de chemin au niveau de l'humanité, qu'il y a deux paradigmes aujourd'hui qui s'opposent et il y en a un qu'on incarne par la revanche du cerveau droit et l'autre qu'on incarne par le cerveau gauche qui est la poursuite du matérialisme. Et puis voilà, donc c'est vraiment... et donc après, on parle de ce qui pourrait, quelle serait la voie si on équilibrait justement nos deux hémisphères et qui nous permettrait, c'est un aboutissement en fait, le fait de connecter ces deux hémisphères symboliquement, c'est comme si l'humanité accouchait d'elle-même et qu'on rentrerait dans l'ère de l'épanouissement. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. D'accord. Où est-ce qu'on peut retrouver le livre? Et ben, il est dans toutes les librairies et on peut le commander sur Internet. Ouais, sur tous via, les sur toutes les librairies en ligne. Vous pouvez le remontrer juste pour que les gens voient bien à quoi ça correspond, même si je vais le mettre en première. Voilà, en revanche, du fer. Ah oui, pourquoi il y a un côté bleu, un côté rouge? Je sais que c'est une question qui... Le bleu, en tout cas, ça représente souvent la raison. D'accord. C'est pour ça que c'est plus sa gauche. Et l'orange, c'est plus la créativité, normalement. Voilà. Ok, parfait. Bon, bah, très bien. Bon, bah, prochain rendez-vous, je crois, c'est pour une journée très importante pour les dames. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'au moins une fois par an, on fait un point sur les droits de la femme dans le monde. Donc, notre prochain rendez-vous, il est fixé. À très, très vite, en tout cas. Puis merci. Merci, Merci. Alain. Au revoir.